Il était une fois un rêve de gosse, une fascination pour un objet, une ode au plaisir, un choix à contre-courant, une passion, de la mécanique, des émotions. Bon alors pour la petite histoire, il y a environ 1 an, j'ai acheté une voiture et pas n'importe laquelle voiture, puisqu'on parle ici d'une Honda S2000. Pour les profanes, c'est une voiture de sport, décapotable, 2 places. Donc c'est une voiture qui est sortie en 2000 et cette voiture elle a une particularité, c'est que son moteur de 2 litres développe 240 chevaux. Et ça à l'époque il y avait personne qui était capable de sortir autant de chevaux par litre. Mais c'est aussi et surtout une voiture qui a une histoire puisqu'elle a été officialisée par Honda pour fêter leur 50e anniversaire. Et malheureusement c'est aussi une voiture qui pour moi a marqué la fin de l'âge d'or d'Honda des années 90 et du début des années 2000. Bon alors évidemment qui dit voiture des années 90, début 2000 dit tuning et aussi c'est une voiture qui a été utilisée dans Fast and Furious et donc malheureusement il y a beaucoup d'exemplaires qui ont fini pour moi massacrés et c'était compliqué de trouver un exemplaire en bon état, stock, en tout cas le plus proche du stock, et pas trop flingué par la rouille non plus. Parce que comme toutes les voitures japonaises de ces années-là, elles rouillent. Alors il y a eu officiellement 2 phases pour cette voiture avec un restylage à mi-vie, mais les puristes le savent, il y a en réalité une 3e phase qui est un peu entre deux. Moi ici je cherchais absolument une phase 1 parce que je trouvais que c'était la voiture qui était la plus proche de son origine et puis c'était plus facile de la trouver à un tarif un peu plus abordable aussi. Et j'ai heureusement trouvé mon bonheur avec ce magnifique exemplaire bleu. J'ai eu un peu de chance évidemment et puis surtout je suis pas mécano donc il me fallait un exemplaire qui soit pas trop massacré par la rouille et qui soit accessible pour moi pour faire des petites réparations si on avait éventuellement à faire. Alors du coup je vous préviens tout de suite, dans cette vidéo vous ne verrez pas quelqu'un qui bricole absolument tout sur la bagnole. Je suis pas compétent en la matière, j'admets mes limites, donc on va faire de la mécanique simple qui pour moi est accessible à n'importe qui et pour ça il faudra quelques outils. Donc au passage je remercie le partenaire de cette vidéo qui est Vevor qui m'a fourni quelques outils qui m'ont permis d'avancer un peu plus vite là-dessus et surtout de m'équiper à moindre frais, à savoir qu'ils m'ont fourni un cric en aluminium donc qui est quand même assez facile à déplacer, 2 clés dynamométriques, des chandelles que finalement je n'ai pas utilisées et sinon je me suis acheté chez eux un coffret avec toutes les douilles dont j'aurais besoin. C'est de la qualité tout à fait correcte, même si on n'est pas sur du matériel Facom, mais au moins ça fera pas un trou dans votre portefeuille. Alors dernière chose aussi, le tournage de cette vidéo s'étend sur plusieurs mois, donc vous verrez la voiture est à différents endroits parce que j'ai eu des ponts à prêter. Ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite pour certaines tâches. Et on finit ici en 2026 sous un soleil radieux. J'ai pu avoir un pont à prêter pour me glisser sous la bagnole pour inspecter l'état du sous-bassement. Franchement, je m'attendais à pire. Il y a surtout de la rouille de surface, rien d'alarmant, mais c'était surtout l'occasion de gratter et de mettre un convertisseur de rouille dessus pour éviter que ça s'étende. Bon alors niveau rouille, on a ça ici qu'on a déjà traité, donc là on est à la 2e couche, pareil ici, et alors là, voilà, donc une fois que ce sera sec je remets de l'anti-gravillon, et après cire corps creux, comme ça ce sera nickel, on ne devrait plus avoir de départ de rouille. Sinon au niveau rouille, il y a encore pas mal de choses, ici ça c'est plus embêtant, là c'est perforant, donc va falloir ressouder quelque chose et là je suis pas du tout équipé pour et en plus ça va jusque là c'est ce qui tient les pare-chocs, on voit pas beaucoup mais il y a pas mal de rouille aussi qui se balade là derrière, genre là et là aussi. Après grattage, séchage et traitement préventif, je suis maintenant certain que le sous-bassement est sain. Et j'en ai aussi profité pour mettre de la cire corps creux dans les longerons. Me voilà rassuré pour l'instant et ça limitera surtout les dégâts potentiels dans les prochaines années. Bon, malgré tout, il y aura quand même un petit peu de tôlerie à faire, notamment au niveau du coffre, un problème que l'ancien propriétaire avait bien camouflé sous une couche d'antigravillon. Merci mec. Puisque l'historique de la voiture est un petit peu flou sur ces dernières années, j'ai voulu reprendre tout à zéro, à commencer par la vidange du moteur qui a été faite hors caméra. Après ça, il me restait 2 vidanges à faire, celle de la boîte de vitesse et celle du pont arrière. J'ai débuté par la boîte de vitesse. Et vu comme le bouchon de remplissage était serré, ça promettait. Après avoir insisté lourdement, j'ai enfin réussi à desserrer le bouchon de vidange et celui de remplissage. Ah et par contre, je vous ai pas dit, c'est la première fois de ma vie que je fais une vidange de boîte. J'essaierai de ne pas noyer le bouchon de vidange dans la vieille huile la prochaine fois. Bon, apparemment, le serrage au couple était une notion plus que théorique pour la dernière personne qui s'est occupée de serrer ses bouchons. Les joints étaient tellement écrasés que j'ai dû les couper pour les enlever. Là, ce sera beaucoup mieux avec des joints neufs et surtout serrés au couple. Allez, maintenant que c'est prêt, je remonte le bouchon de vidange.
Reste à faire le remplissage par débordement à la seringue. Et c'est probablement l'expérience la moins fun de cette vidéo. Oui, clairement, c'est long. On s'en fout partout. Mais enfin arrive le moment où ça déborde. Délivrance. La boîte de vitesse, c'est fait. Reste à faire le pont arrière. La méthode ici est la même et j'imagine que l'état des joints ne sera pas meilleur. Après avoir réussi à décoincer le bouchon de remplissage non sans mal, on constate qu'encore une fois, le serrage au couple n'a absolument pas été respecté. C'est idem pour le bouchon de vidange qui a fini par venir en insistant un petit peu. Mais au moins, le bouchon n'a pas fait le grand plongeon cette fois. On va dire que c'est le métier qui rentre. Il y a un peu de limaille sur le bouchon, ce sera à surveiller, mais a priori c'est tout fin, donc je pense pas que ce soit vraiment problématique. Allez maintenant, go, remontage du bouchon de vidange avec son nouveau joint, et au couple, s'il vous plaît. Remplissage par débordement, encore une fois, de loin mon opération préférée. Et voilà, encore une bonne chose de faite, maintenant je suis un peu plus tranquille d'esprit. Bon, la plupart des propriétaires de S2000 changent la boîte à air, et moi je fais l'inverse, je vais remettre la boîte d'origine, surtout pour faciliter le changement du filtre. Et ici on a un petit peu d'impression 3D, puisque les colliers de montage du filtre à air étaient rongés par la rouille. Je les ai donc refaits en nylon PA HTCF, c'est bien la preuve que créer des pièces de remplacement en impression 3D, c'est pas forcément toujours complexe. Le remontage de la boîte s'est fait sans trop de difficultés, ça redonne un aspect d'origine à la baie moteur. Dans l'ancienne boîte, on avait le filtre KN du précédent propriétaire qui avait besoin d'un bon nettoyage. Et après ça, quelques pulvérisations étaient nécessaires pour qu'il retrouve sa couleur rouge bien connue des possesseurs de filtres de cette marque. Voilà, comme ça c'est bien mieux, il remplacera avantageusement le filtre à air papier que j'avais mis en attendant. Ah, et tant qu'à s'occuper de la baie moteur, l'isolant du capot était tout gras et imbibé d'huile. J'ai essayé de le dégraisser avec de la terre de sommière, mais devant l'étendue du carnage, j'ai fini par craquer et racheter un isolant tout neuf. Franchement, c'est 150 € bien investis pour le coup, sinon je serais encore en train d'essayer de dégraisser l'ancien isolant. Le joint en mousse du support du filtre d'habitacle était totalement cuit avec le temps. J'en ai donc modélisé et imprimé un nouveau en TPE. Ce nouveau joint devrait avoir une durée de vie bien plus longue que celui d'origine. Ça, c'est l'avantage de pouvoir utiliser des matériaux modernes sur une voiture qui a 26 ans. J'en ai aussi profité pour changer le joint de capot qui était déchiré. Voilà, donc tout ça, ça a été remis en ordre à temps pour passer le contrôle technique. Et verdict, carte verte, et la remarque que j'avais pour corrosion a été simplement supprimée. Bonne nouvelle. Bon, c'est pas tout ça, mais retour au bercail, on a encore des choses à faire. Notamment une chose d'une importance cruciale. Changer ce bouton de réglage de chauffage qui était craqué. Opération ô combien longue, complexe et qui nécessite des outils de pointe. En remettant la boîte à air d'origine, j'avais remarqué que le boîtier papillon et le début du collecteur d'admission étaient gras et encrassés. Pour éviter une dépose complète du collecteur, j'ai acheté un produit spécial pour le nettoyage de ces pièces. J'ai bien suivi les recommandations du fabricant en faisant des pulvérisations courtes à intervalles réguliers. Et là, comme j'imaginais les choses, j'allais vous montrer avec une caméra endoscopique le résultat avant et après. Mais la réalité m'a rattrapé puisqu'on ne voit rien du tout. Admirez simplement cette bouillie de pixels, c'est tout ce que je pourrais vous montrer. Bon, par contre, dans les faits, j'ai constaté un meilleur ralenti à froid, probablement dû au nettoyage du papillon. En tout cas, c'est déjà ça. Après, il me restait autre chose extrêmement important à faire sur cette voiture. Changer les cache-moyeux dont la peinture s'en allait. Et surtout, on les remet en plaçant la valve sous le H, c'est crucial pour une Honda. J'ai fait ça évidemment des deux côtés. Au passage, j'en ai quand même profité pour inspecter les trains roulants et petite surprise qui s'était cachée et qui est passée crème au contrôle technique. Ça, voilà, ça c'est un silent block qui est complètement desséché et qui est mort, qu'il va falloir changer. Ça par contre, je n'ai absolument pas les compétences ni les outils pour le faire. Donc il va falloir que je m'adresse à quelqu'un qui est compétent en la matière. Là, c'est pas mieux avec un cache-moyeu tout neuf ? En 2000, les smartphones n'existaient pas, les supports pour ceux-ci encore moins. Mais moi par contre, j'aimerais bien pouvoir poser mon téléphone quelque part quand je conduis, et on peut pas dire que cette voiture regorge d'emplacements pratiques. J'ai donc sorti le scanner 3D, encore et toujours le Metro Y de chez Revopoint qui m'accompagne à chaque fois que j'en ai besoin. C'est un scanner à laser bleu qui propose une grande précision, mais il nécessite de placer des marqueurs sur les surfaces à scanner. Si jamais ce genre de bécane vous intéresse, regardez en description, vous trouverez le lien et un code de réduction. Après, le scan est assez rapide, j'obtiens un aperçu fidèle de la partie que je pourrais utiliser pour poser un support de téléphone que je modéliserai moi-même.
Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Mine de rien, j'ai fait pas mal de petites choses, mais comme vous l'avez vu, c'est pas fini. Il y aura un petit peu de soudure à faire et changer les silent blocks, mais rien de bloquant pour l'instant. Parce que mine de rien, là, il fait beau, donc c'est le moment d'en profiter. J'ai fait ça sur route fermée, rassurez-vous. À l'heure d'une nouvelle crise du prix du pétrole, de transition vers le tout électrique, acheter une voiture de 26 ans qui roule au samplon 98, ça paraît totalement insensé. Mais pourtant, la majorité de la production automobile actuelle, qu'elle soit électrique ou thermique, est totalement aseptisée, fade et lisse. En tout cas, c'est mon opinion. Les voitures sont devenues des simples déplaçoires bardés d'écran et d'aides à la conduite aussi intrusives qu'emmerdantes. C'est là que jeter un œil en arrière sur des voitures à la conception simple et accessible fait du bien. Par contre, pour les déplacements quotidiens, je ne cracherai franchement pas sur une électrique pour le silence, le confort et la possibilité de recharger chez soi. Mais franchement, si vous en avez l'occasion et que vous êtes passionné, craquez pour une voiture qui a un peu de bouteille et qui vous parle. Vous en profiterez d'autant plus. Et si vous en avez la possibilité, osez faire un peu de mécanique vous-même. C'est pas sorcier pour beaucoup de choses et c'est franchement gratifiant de savoir le faire. Allez, à la prochaine et bonne route.